Bonjour tout le monde, bienvenue à ce dernier séminaire du pôle santé. Nous avons l'honneur et le privilège pour ce dernier séminaire d'accueillir M. Philippe Colomba. Philippe est chef du pôle cancérologie-urologie de France, membre de l'unité de recherche en psychologie des âges de la vie et adaptation de Tours, chef des services d'hématologie clinique et thérapie cellulaire, professeur en hématologie au CHU de Tours, professeur à l'Université François Rabelais, aujourd'hui en charge du pôle de cancérologie-urologie du service d'oncologie pédiatrique et du réseau départemental des soins palliatifs, directeur du Master 2 de l'IAE de Tours, Management et Santé au travail, récipiendaire du trophée de l'innovation managériale, auteur de plus de 100 articles scientifiques, chapitres et ouvrages. Donc, nous sommes très honorés d'avoir sa présence aujourd'hui avec nous. Il va nous parler de la gestion participative dans le contexte des équipes de soins, en quoi ce style de gestion peut avoir des effets bénéfiques sur la qualité de vie au travail des différents professionnels de la santé et en quoi ça peut réduire leur stress et leur épuisement professionnel dans le cadre de cet enjeu mondial qui est l'enjeu de l'épuisement professionnel des médecins. Donc, sans plus tarder, je lui laisse la parole et je le remercie de sa présence. Merci Denis. C'est un honneur pour moi d'être parmi vous. Donc, je vais vous raconter une histoire, si vous me permettez. Cette histoire, actuellement, est portée par une association qui s'appelle l'Association francophone des soins oncologiques de support, AFSOS. Je vais même vous dire que pour moi, ce que je vais vous raconter dans le soin, c'est un modèle sociétal. Donc, on va commencer par ça, et puis après, on va aller dans le détail. Donc, c'est une diapo de l'AFSOS qui correspond pour nous à ce qu'il faudrait faire pour une prise en charge globale d'un patient atteint de maladie grave. Vous allez voir, il y a plein de choses. Et premièrement, la prise en charge de la maladie et des symptômes, bon, ça passe par des référentiels et c'est assez technique. Après, il y a le problème de l'information, de l'écoute et de l'accompagnement. Et pour nous, au niveau de notre association, l'information, l'écoute et l'accompagnement, c'est deux choses. Un bon formateur, il y en a un ici, et surtout une bonne qualité de vie au travail. C'est-à-dire que quand vous avez une mauvaise qualité de vie au travail, vous ne pouvez pas être dans l'écoute et de l'accompagnement du patient. Ensuite, donc, le projet personnalisé de prise en charge globale. Et vous allez voir que dans notre schéma, on a un outil pour cette prise en charge globale et ce projet personnalisé. Mettre à la disposition des patients des soins de support. Alors, je ne vous raconterai pas tout, mais je suis aussi un de ceux qui a développé les soins de support en France. Et puis, donc, après, la bonne continuité entre l'établissement et le domicile, ça passe donc par la coordination et des moyens actuellement informatiques de transmission. Donc, en fait, l'AFSO, c'est trois choses, trois pôles. Premièrement, les référentiels, en particulier concernant les référentiels symptômes et aussi des référentiels sur la prise en charge globale. C'est tout ce que je vais vous raconter sur la qualité de vie au travail. Et puis, c'est la coordination des soins de support. Donc, voilà ce que c'est que l'AFSOS. Vous voyez, trois grands pôles, en sachant que dans ces pôles, on a donc trois groupes de travail différents. L'un qui travaille sur les référentiels, l'autre qui travaille sur la qualité de vie au travail, et le troisième qui travaille sur les coordinations des soins de support. Alors les soins de support, vous connaissez probablement ici, c'est une notion facile ou pas chez vous? Pas trop, d'accord, je vois des grimaces. D'accord. Les soins de support, c'est tout ce qui est la prise en charge globale en dehors des soins spécifiques. D'accord. Donc le panier de base en France, c'est douleur, soins palliatifs, diététique, soutien psychologique, soutien social, kiné, ergo. Voilà, c'est le minimum. Puis là-dessus, on a des nouveaux soins de support, on a tout ce qui tourne autour de la méditation, on a la socio-esthétique, on a l'art-thérapie, on a l'hypnose, la sophro, etc. qui rentrent dans ce truc-là. Et l'idée, c'est comment on fait pour mettre à la disposition du patient tous ces moyens. Voilà, je passe sur les référentiels, je passe sur ça. Donc, il était une fois, à la fin des années 80, des soignants de services d'hématologie qui se sont penchés sur le fait que les soignants et les médecins en hématologie, ils n'allaient pas bien. D'accord. Donc il y a une groupe à peu près de 25 personnes
des médecins, mais également des psychologues, des cadres de santé, des infirmières, qui ont écrit un modèle de terrain. On n'y connaissait absolument rien en théorie, on a écrit ce qu'on faisait, d'accord ? Et puis, globalement, on a eu l'impression que ça marchait, donc on a fait une association, on a fait des congrès, on a fait des formations nationales, et puis globalement, on a l'impression que ça marchait, mais globalement, personne n'avait envie de faire ce machin-là. D'accord ? Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour que les gens aient envie de le faire ? Et donc l'idée qu'on a eue, c'est en fait de le rendre obligatoire. Donc on a fait un lobbying politique au niveau du ministère de la Santé. Oui, c'était pas forcément une bonne idée, je suis d'accord avec vous. Vous avez compris. D'accord. Donc on a fait un lobbying avec notre association qui à ce moment-là s'appelait le GRASFO, puisqu'on avait récupéré l'oncologie, et la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Et donc on a quand même réussi quelque chose, puisque vous voyez qu'en 2002, 2004 et 2008, on a réussi à avoir des circulaires. Et en 2008, pour la visite d'accréditation de 2010, je te l'avais dit que ça ne marchait pas ce machin-là. Hein. Voilà, ça devient donc un critère d'accréditation des établissements. C'est-à-dire qu'en fait, normalement, c'est obligatoire partout dans tous les établissements de France. D'accord, ce modèle. Pour la prise en charge des patients en soins palliatifs. Mais ce n'est pas pour les unités de soins palliatifs, c'est-à-dire vu qu'on meurt dans tous les services, c'est obligatoire dans tous les services, mais ciblé sur ce type de patients. Okay. Et puis en 2004, je me suis dit, est-ce que je fume vraiment du hashish ou pas ? Donc je me suis dit, on va essayer de démontrer les choses. Donc en 2004, on a commencé à faire des études. Et en 2008, je me suis défroqué. J'ai laissé mon équipe d'hémato pour passer en psycho du travail. Je suis chercheur en psycho du travail pour démontrer que notre modèle marche bien sur la qualité du travail, sur la qualité des soins. OK ? Pas de questions, je continue. Donc j'allais assez vite. Donc bon, ça, je crois que je passe. Hein, c'est la définition une des définitions du burn-out. Hein. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a trois composantes dans le burn-out: l'épuisement émotionnel, la déshumanisation. Dans l'épuisement émotionnel, c'est que j'ai pas envie. La déshumanisation de la relation à l'autre, c'est le pancréas du 15, et c'est pas Monsieur Machin qui a tel et tel symptôme, d'accord. Et la perte du sens, c'est l'accomplissement du soi au travail. C'est en fait le jour où j'ai fait médecine, qu'est-ce que j'étais con. Oh là là, d'accord, donc voilà les trois composantes qu'on explore avec le MBI, hein, et on peut très bien savoir quelle est la composante principale dans votre épuisement professionnel, en sachant qu'on considère que si on a un score haut dans une des composantes, on est dit épuisé, d'accord, et qu'on a les trois composantes en même temps, c'est que ça va vraiment très très mal. Ça va ? Donc, pour vous dire qu'on est dans une spécialité qui ne va pas très très bien, hein, puisque globalement, en cancérologie, pour les médecins, c'est 40 à 60%, on a même pire que ça. Les internes d'oncologie en Belgique, c'est 70% d'épuisement. D'accord ? OK. Et pour les soignants, vous voyez, on est entre 20 et 40%. Les généralistes, on est à peu près au même niveau, autour de 50%. Il y a des spécialités qui ne sont pas bonnes. Les anesthésistes, c'est pas très bon non plus, etc. Par contre, la spécialité quasiment où les gens vont le mieux, c'est les soins palliatifs. Pourtant, Dieu sait qu'ils ont un truc, tout simplement parce qu'en fait, ils ont des espaces d'échange en permanence. Et eux, ils sont autour de 20%. D'accord ? Donc, c'est variable selon la spécialité. Voilà. Ça, je vous l'ai déjà dit. D'accord ? Et juste pour vous dire que, globalement, alors c'est une vieille publication qu'on a fait. Pardon ? Faut que je parle plus fort ? Est-ce qu'il fallait le dire ? D'accord, c'est pas fini. Hein. La communication, fallait me le dire avant vous. Hein. Donc oui, j'ai le micro, oui, mais c'est pas pour ça que c'est... Ah, d'accord. Donc, c'est une vieille publication qui a montré qu'en fait, globalement, le profil et la fréquence de l'épuisement étaient différentes en fonction des catégories socio-professionnelles. Donc, c'est une enquête qu'on a fait sur la région centre. Et on a montré que sur l'épuisement professionnel, globalement, ceux qui allaient le moins bien, c'était les médecins. En dessous, c'était les aides-soignantes. En dessous, c'était les infirmières. Et ensuite, c'était les cadres qui étaient un pourcentage autour de 20%, eux, d'accord. Et que deuxièmement, le profil était différent. C'est-à-dire que les médecins, on est plutôt sur l'épuisement émotionnel et que le plus grave, c'est les aides-soignantes et les cadres. C'est-à-dire que les cadres, ils n'ont pas beaucoup de pourcentage, mais par contre, ils sont dans le sens de l'accomplissement personnel, perte de l'accomplissement personnel. Et donc, eux, c'est pourquoi j'ai fait cadre, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, autre chose, je ne vais peut-être pas forcément m'appesantir là-dessus, je vais m'appesantir surtout sur le modèle, hein, bien sûr, mais juste pour vous dire qu'on a sorti en fin 2014 un référentiel national
sur le syndrome d'épuisement professionnel des soignants. On a notre association associée avec la Société française de psycho-onco. Vous l'avez sur un site qui s'appelle afsos.org, d'accord. Donc si vous allez voir, de toute façon, j'ai mis beaucoup de diapositives, tout simplement parce que vous aurez à votre disposition ce document. Et donc même si je ne m'appesantis pas sur toutes les diapos, vous aurez l'ensemble des diapos. Et donc, ça me paraît assez intéressant. D'ailleurs, je l'ai présenté sur une diapo mardi. C'est qu'en fait, globalement, quand vous avez un épuisement professionnel, alors MBI positif et burn-out, c'est pas la même chose. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, on peut être épuisé de manière transitoire. Ça nous arrive à tous, et les gens en récupèrent assez vite. La burn-out, c'est la dépression qui fait suite et qui dure par rapport à ça. Hein. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. On peut avoir un MBI élevé sans être en burn-out. Hein. J'insiste beaucoup là-dessus. Donc voilà. Donc ce que je voulais dire, c'est que globalement, il y a deux types de facteurs étiologiques, et que globalement, les gens qui vont pas bien, c'est souvent les deux. D'accord ? C'est-à-dire qu'il faut toujours chercher dans la vie du soignant ce qui s'est passé récemment pour savoir si ce n'est pas la situation d'un problème personnel et d'un problème environnemental professionnel, et c'est quasiment toujours le cas. D'accord ? Donc, quels sont les facteurs personnels ? On ne va pas insister sur le caractère, hein, d'accord ? Les anxieux, les pessimistes, ceux qui ont du mal à s'adapter, pas du tout. Ouais, d'accord. Perfectionniste, j'y suis un peu. Alors ça, moi, j'y suis, d'accord. Donc ça, c'est pas bon. Donc je vais peut-être me faire un burn-out, mais vu mon âge, j'ai plus beaucoup de temps. Et deuxième chose, c'est surtout les histoires récentes de vie. Hein. C'est-à-dire que quand vous avez quelqu'un qui va pas bien dans votre équipe, est-ce qu'il ne s'est pas passé quelque chose Alors, je ne sais pas si je vais tout dire, parce que là, je sais que... en gros, on insiste beaucoup sur trois choses. C'est les ruptures sentimentales récentes, d'accord. C'est les deuils, anciens ou récents. D'accord, les deuils anciens qui sont non réglés. Et puis, une mauvaise période, c'est pour ça que je le dis quand même, hein, c'est la grossesse. Hein, les grossesses et les retours de couches, c'est des périodes assez sensibles pour les soignants. D'accord ? Voilà, donc ça, cherchez ça dans la vie personnelle. Et puis donc, on a décrit 5 stresseurs environnementaux. Le type de travail, hein, je veux dire, si vous êtes, comme je l'ai dit, soins palliatifs ou onco, c'est pas la même chose. Si vous êtes infirmière ou aide-soignante ou médecin, c'est pas la même chose. Mais ce que je vous raconte là, c'est aussi vrai si vous étiez chez Renault, hein, c'est pareil. Hein, d'accord. Si vous travaillez le jour, la nuit, 8h, 12h, enfin tout ça, hein, ça rentre là-dedans. Deuxième chose, la charge de travail. Alors, charge de travail, ça joue. Sachez que ça dépend de la profession, mais ça ne joue pas forcément beaucoup. D'accord ? Et je la raconte, je vais être en retard après, mais ça ne fait rien. On a une étude récente qui a été faite chez les internes et chefs de clinique de chirurgie viscérale en France. Il y en a 900, il y en a 220 qui ont répondu, d'accord ? Et on a regardé si ces mecs-là, ils bossaient un peu. Et ben, en France, ils ne bossent pas beaucoup, ces gars-là, puisque le gars qui bosse le moins, il est à 56 heures par semaine, et le gars qui bosse le plus, il est à 90. 56-90, ok. Et on a regardé s'il y a une corrélation entre le MBI et le temps de travail. Il n'y en a aucune. On avait trouvé exactement la même chose chez les internes en médecine de Tours il y a une quinzaine d'années, d'accord. Donc par contre, trois choses, les trois mêmes, le manque de reconnaissance, le manque d'encadrement et le manque de formation. Les trois choses qui apparaissent dans les facteurs prédictifs de burn-out, à la fois dans notre étude et dans le leur. Donc la charge de travail, et puis donc trois choses pour lesquelles nous on travaille beaucoup dessus dans les formations, puisqu'on a une boîte de formation qui travaille là-dessus, c'est les relations interpersonnelles. En particulier, on insiste beaucoup sur les personnalités pathologiques qui posent des problèmes au sein des équipes. Deuxième chose, l'organisation du travail, d'accord, la définition des rôles de chacun, l'interruption des tâches, la justice dans le travail, c'est les trois facteurs majeurs de l'organisation. Alors il y a aussi, et puis le management. Alors on va y revenir, donc je ne vais pas y revenir, en sachant que ce que je disais tout à l'heure, c'est que le bon manager, il ne fait pas que du management participatif. Le manager, il fait du délégatif, du participatif, du directif et du persuasif. Il fait les quatre en fonction des circonstances. Ne me faites pas dire qu'il faut faire que du participatif, c'est complètement faux. D'accord ? Voilà, on va y revenir. Et puis après, on s'adapte de deux façons. Soit on va au foot, au cinéma ou en boîte de nuit. C'est ce qu'on appelle le coping centré sur les émotions. Et le deuxième coping centré sur le problème, c'est qu'on essaie d'analyser pourquoi on ne va pas bien et on essaie de trouver des solutions. Le premier ne marche pas, hein, d'accord. Quand vous n'allez pas bien, ça ne sert absolument à rien de faire tout ça. Vous avez l'impression que ça sert à quelque chose et ça ne sert à rien, voire ça aggrave les choses. Et donc, il faut partir sur le coping centré sur le problème. Donc vous avez votre caractère de fou, voilà. Vous avez vos stresseurs, liés au management, j'inclus aussi tout ce qui tourne autour du changement. Hein.
la gestion du changement. Et donc, vous adaptez, après vous êtes content ou pas content. Voilà en gros le système qu'on a proposé. Alors, vous verrez le détail des diapos que je passe. Hein, c'est exactement ce que je viens de vous raconter. Les 4 types de management. Donc, ce que je vous dis, c'est que le bon manager, il fait les 4. D'accord ? Et dans le management, les 4 facteurs majeurs qui jouent dans la qualité du management, c'est un leadership qui fait confiance à l'autre, qui est exemplaire et qui est personnalisé, ce qu'on appelle le leadership transformationnel. La justice organisationnelle, c'est facile à comprendre, hein, vous êtes juste dans votre fonctionnement et dans vos relations à l'autre. En particulier, nous, ce qui compte beaucoup en médecine, c'est la justice du planning. D'accord ? Hein, parce que si c'est toujours les mêmes qui reviennent et toujours les mêmes qui sont planqués, eh ben, l'équipe ne va pas bien, hein, je vous le dis moi. Hein. Ensuite, le soutien organisationnel perçu, et ça c'est intéressant parce que sachez que le soutien organisationnel perçu par l'équipe, c'est essentiellement les collègues et le N+1, alors que pour les managers, le soutien organisationnel perçu, c'est la direction. D'accord ? Donc ça c'est intéressant. Et le soutien à l'autonomie, ça va ? Je continue. J'ai dit qu'il n'y avait pas de questions. Alors, hop. Donc juste pour vous dire que très récemment, ça aussi c'est une diapo qu'on a montrée, mais en anglais récemment, on a regardé si notre modèle correspondait, agissait sur... pardon, excusez-moi, on a regardé dans une étude récente si ces facteurs agissaient sur la qualité de votre travail, sur la satisfaction au travail et sur l'engagement au travail. Et vous voyez que les correspondances... Ah, pardon, excusez-moi, je voulais appuyer sur... Vous voyez que les correspondances sont très très fortes, hein, puisqu'en fait, quel que soit le critère, donc soit la qualité au travail direct, soit la satisfaction et l'engagement au travail, vous voyez que chaque facteur organisationnel ou managérial joue beaucoup, et que ceux qui sont les plus importants, ce sont les facteurs organisationnels. C'est vrai, vous ne m'entendez pas ? Oh là là, c'est la première fois qu'on me dit ça. Hein. Ça doit être la salle, hein, c'est HEC ça ici. Hein, moi je vous le dis, hein, c'est pour ça que ça va pas. Hein. Toi, t'entends bien ? C'est pour ça que je me suis mis. Ok, bon, donc j'arrive sur les points importants. Donc on va s'apesantir sur les. Donc je vous rappelle que ce modèle a été écrit en 91 avec des gens qui connaissaient rien au management, enfin qui connaissaient le management au quotidien, mais qui n'avaient jamais fait d'études de quoi que ce soit sur le management. Hein, on est bien d'accord. Hein. Donc ça c'était juste la définition officielle de notre histoire, qui est donc la définition du ministère. C'est mettre en place une dynamique participative prenant en compte les difficultés des soignants pour mieux en prendre en compte les patients en soins palliatifs. Alors vous aurez une diapo sur l'histoire depuis 91. En fait, je vous ai dit qu'on avait eu une idée et en fait, on a fait passer des textes de démarche participative sur les patients en soins palliatifs, en sachant que dans tous les services, il y a des patients qui meurent, donc c'était à mettre en place dans tous les services. Donc ça, c'est la définition qui apparaît pour la première fois dans un texte ministériel en 2002. Donc voilà notre modèle, en sachant que le modèle a un petit peu changé, puisque ça, c'est un modèle, c'était rajouté en 2005. Donc en fait, en 91, on écrit le modèle avec 4 composantes, qui sont toujours celles qu'on teste, puisque vous verrez que la 5e, on ne peut pas la tester au niveau de la population des services. Donc la première chose, c'est les staffs pluriprofessionnels. Les 3 premiers, c'est en fait la création d'espaces d'échange avec les équipes. La 4e, c'est la démarche projet. Et puis la 5e qu'on a rajoutée récemment, c'est les espaces de managers où on met ensemble tous les managers du service qui sont les médecins et les cadres de santé. Donc, le plus important pour nous, ce sont les staffs pluriprofessionnels. D'accord ? On a fait un film là-dessus. D'accord ? Alors, qu'est-ce que c'est que ces staffs pluriprofessionnels ? Alors, sachez qu'en fait, ce modèle de démarche, c'est en fait, on décrit des outils qui correspondent bien sûr à un certain type de management participatif, mais en fait, nous, on a mis en place des outils. D'accord ? Alors, le premier outil qui est le plus important, c'est donc les staffs pluriprofessionnels. D'accord ? Donc ça, c'est ce que vous avez. Ces diapos-là, c'est des diapos du ministère. Hein, c'est une circulaire de 2004, et c'est des diapos qui correspondent à la circulaire de 2004. D'accord ? Alors, qu'est-ce que c'est que ces staffs pluriprofessionnels ? Eh bien, en fait, toute l'équipe est présente, les aides-soignantes, les infirmières, la psychologue, l'assistante sociale. Alors nous, en plus, on a la socio-esthéticienne, l'art-thérapeute, celle qui fait l'hypnose, etc. Ok, la diététicienne. Ok. Et puis, on essaie de mettre aussi les étudiants en médecine et puis, bien sûr, les cadres et les médecins. D'accord ? Ça va ?
des étudiantes infirmières s'il y a des étudiantes infirmières. Et donc, tout le monde est présent. Et notre objectif, c'est d'essayer de proposer aux patients la meilleure prise en charge globale. D'accord? Et pour y arriver, eh bien, il faut savoir quels sont ses besoins. Est-ce qu'il est angoissé? Sur quoi? Est-ce qu'il y a un problème social? Est-ce qu'il a un problème d'image de soi? Est-ce qu'il y a un problème avec le mari, si c'est une femme, ou avec la femme si c'est le mari, etc. Okay, avec les enfants, etc. Donc en fait, le premier tour de table, c'est de cibler les besoins du patient. D'accord? Et on ne parle pas du tout, moi je ne sais même pas si c'est un myélome, un lymphome ou une leucémie, je m'en fous. Hein, d'accord? Le problème, c'est qu'est-ce qui l'angoisse? Okay? Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Oui, et donc on commence par faire parler l'aide-soignante. Parce que l'aide-soignante, elle passe beaucoup de temps avec eux. Et donc c'est elle qui sait le plus de choses. D'accord? Et puis après, on fait parler l'infirmière. Après, on fait parler les gens des soins de support. Et enfin, en dernier lieu, on fait parler le médecin. Tout simplement parce que si le médecin parle en premier, globalement, c'est le chef, plus personne ne l'ouvre. D'accord? OK. Donc il y a un ordre de parole. Et donc, on va essayer, en croisant nos regards, de cerner le plus possible. Eh bien, vous savez, il y a deux personnes très importantes dans le service. C'est les aides-soignantes et l'art thérapeute. Notre art thérapeute, elle est incroyable. Et c'est toujours plein de trucs que nous, on ne sait pas. D'accord? Et en fait, ça nous permet donc d'éclairer ses besoins. Et à partir de ces besoins, on va faire une proposition pour une prise en charge globale. D'accord? Ah ben, il y a un problème avec sa femme. Bon, qui c'est qui la voit? Parce qu'il faut qu'on en cause avec elle. D'accord? Etc. Et donc, en fait, on va cerner le truc. Ça va être ciblé dans le dossier du patient informatique. On a une page spécifique pour ça dans le dossier du patient, d'accord, où il y a tous les soins de support, il y a tous les intervenants et tous les comptes rendus des staffs, d'accord. Et donc, on va suivre ce dossier au fur et à mesure de l'hospitalisation. À chaque staff, on va réimplémenter les choses et puis on aura entre les deux l'intervention de la psychologue, on aura l'intervention de l'assistante sociale, etc. Donc, on aura notre histoire de patient. Et là, cette année, on va pouvoir passer cette histoire du patient au médecin généraliste. On est en train d'y arriver, là. Parce que c'était pas facile. Problème informatique, bon, voilà. OK? Donc voilà, donc c'est ça le staff pluriprofessionnel. C'est un moment où on va cibler le patient. Alors, vous avez, mon problème, un des problèmes, mais vous avez une diapo là-dessus, mais il faut que je me dépêche parce que j'ai déjà la moitié du temps quasiment, c'est qu'on va essayer de passer ça des soins palliatifs à tous les patients atteints de maladies chroniques. Parce qu'en fait, tous les patients, ils ont besoin de ça. C'est pas parce qu'ils sont en soins palliatifs, bien sûr, ils sont en soins palliatifs, mais quand vous apprenez que vous avez une leucémie, vous avez besoin de ça pareil, hein, d'accord? Donc voilà, donc nous, on fait bien sûr ça pour tous les patients, mais on va essayer de faire passer des textes sur lesquels tous les patients... voilà. Donc voilà, donc c'est ce que je viens de vous raconter, hein, c'est ciblé sur les patients les plus complexes, on prend du temps, voilà, on trace, on évalue les besoins de soins de support pour les interventions et donc on va transmettre aux soignants du domicile, c'est ce que je vous ai... Les formations internes, deuxième type d'espace d'échange, on fait des formations ciblées sur... Donc en fait les formateurs viennent dans les équipes, d'accord, on le fait 2 fois pour que tout le monde soit au courant et on essaie de choisir des thématiques sur la prise en charge globale, sur la communication, sur les soins palliatifs, sur la douleur, etc. Donc les gens vont pouvoir échanger par rapport à leur vécu dans le service. Et donc ça va être un moyen de créer une communication au sein de l'équipe. C'est souvent une bonne façon de démarrer une démarche participative. La troisième chose, c'est le soutien aux équipes. Alors, j'insiste essentiellement sur la ligne qui s'appelle réunion ponctuelle en situation de crise. Alors, je vous dis que c'est une circulaire ministérielle. En fait, ça s'appelle un stade de débriefing. Ils n'ont jamais voulu que ça devienne un stade de débriefing dans une circulaire ministérielle. Donc, ça s'appelle la réunion ponctuelle en situation de crise. Vous avez une équipe qui ne va pas bien parce qu'il y a eu un passage en réa qui s'est mal passé, parce que vous avez un enfant qui est décédé, que ça a duré et que les parents étaient révoltés. Vous avez un week-end où il y a eu 5 morts, etc., avec qui ne va pas bien. Et bien, à ce moment-là, vous vous posez avec l'ensemble de l'équipe et un psychologue extérieur au service qui va faire parler l'équipe. Voilà, enfin, dernière chose, donc ma quatrième composante, hein, qui n'est plus, enfin, c'est un espace d'échange particulier, c'est en fait la démarche projet. On a une problématique, alors ça c'est les diapos de la circulaire sur le projet de service, mais actuellement je préfère parler de démarche projet. On a une problématique de prise en charge particulière, par exemple on ne s'occupe pas bien des familles, par exemple il y a un problème sur la communication avec le médecin, etc. On fait un groupe de travail, par exemple nous on a eu 4 groupes de travail récemment sur l'accueil, d'accord. On fait des groupes de travail pluriprofessionnels, ils font des propositions. On fait une réunion avec l'ensemble de l'équipe. Ceux qui ont travaillé, ils nous font leurs propositions. On discute des propositions et on choisit la meilleure. D'accord? Je passe.
Voilà, donc là, ce qui est important, c'est dans une démarche projet, c'est qu'il y ait une bonne communication. S'il n'y a pas de bonne communication, on n'y arrivera pas, d'accord? Et puis alors, c'est bien, ce qui est important, c'est que ce soit l'équipe qui choisisse les groupes de travail, les responsables des groupes de travail, donc on leur laisse le choix. Par contre, là, la règle, c'est qu'en fonction des groupes de travail, il ne faut pas que ce soit les mêmes catégories socio-professionnelles. Si on met que les infirmières, les aides-soignants ne se sentent pas concernés, ou vice-versa, d'accord? Donc ça, c'est une règle de départ. Ok, donc voilà les différents espaces d'échange. Alors depuis la circulaire de 2004, les choses ont un peu changé puisque on a toujours nos staffs pluriprofessionnels, mais sont apparues des choses qui sont en France, qui sont les CREX et les réunions morbimortalité. C'est-à-dire qu'en fait, on est obligatoire, il est maintenant obligé de mettre en place ce type de réunion. C'est qu'on part soit d'un problème de morbidité, soit un problème de patient qui ne s'est pas bien passé. Et donc, on analyse avec l'équipe ce qui s'est passé pour essayer d'être meilleur. Donc c'est en plus, mais c'est beaucoup moins important que pour moi que les staffs pluriprofessionnels. La formation, le soutien, l'organisation, c'est les groupes de travail. Et puis donc les réunions spécifiques pour les managers, c'est la petite dernière. Alors oui, ça je veux bien en parler un tout petit peu, c'est quand vous avez ce type de réunion, vous essayez de construire quelque chose ensemble, c'est la technique des 3 tours de table. D'accord. Le premier tour de table, c'est on fait, bon, quelle est la problématique, quels sont les besoins du patient. D'accord. Ok. Deuxième tour de table, c'est à partir de ces besoins, qu'est-ce qu'on a comme proposition. D'accord. Donc les gens vont faire des propositions. Et le troisième tour de table, c'est à partir de ces propositions, qu'est-ce que vous en pensez, quelle est la meilleure. D'accord. Et donc habituellement, on arrive à un consensus quand vous faites ce type de technique. D'accord. La technique des 3 tours de table. Alors vous voyez. Mais ça, on l'a appris après. C'est-à-dire qu'on a écrit l'histoire des 3 tours de table, et puis après, on a vu que ça existait dans la littérature. C'est pas dans l'autre sens, hein, d'accord. Donc, bah oui, c'est ça le problème. Enfin bon, c'est comme ça, hein, d'accord. Ok, c'est donc le modèle de Simon. Ok. Donc, dernière chose, donc 2005, hein, on a dit, bon, bah, en fait, il faut en mettre une autre. Donc, en fait, parce que ça ne marche que si vous avez un management BBM. Tu connais le management BBM ? Ah bah peut-être BMW, oui. Non, je ne crois pas, non. Bonjour, bravo, merci. D'accord. Le management BBM. Et donc, ça ne marche que si les managers ont un management BBM. D'accord. Donc, en fait, il faut une homogénéité du management. Et donc, en fait, il faut que les gens s'imprègnent de ce type de management. Et donc, on a créé donc, un 5e composante qui est des réunions régulières. Alors, de mon temps, c'était une fois par semaine. Maintenant, c'est plutôt une fois tous les 15 jours avec mon successeur. Et donc, il y a tous les médecins, il y a le cadre. Et on parle du fonctionnement, de ce qu'il y a à améliorer, etc. Mais là, c'est le top management. On ne discute pas de choses que, forcément, vous comprenez, c'est des choses qui ne relèvent pas de l'équipe. Hein, qui relèvent du top. Par exemple, le choix des collaborateurs, etc. Et voilà, des choses comme ça. Donc voilà, donc moi, c'était une fois par semaine. C'était aussi pour parler tout simplement de ce qui s'était passé depuis 8 jours, s'il y avait eu des problèmes, etc. Hein, okay. Et moi, j'avais plutôt tendance à amener le whisky et puis gâteau, mais enfin, il fait moins, lui, hein, d'accord. Parce que c'était à 18h le soir, le mardi. Des fois, à 19h30, j'en avais marre. Il continuait à discuter. Je voulais rentrer chez moi. Mais enfin, bon. Enfin, maintenant, c'est son problème, c'est plus le mien. Mais bon, enfin, moi, maintenant, j'ai les réunions de service, de pôle, c'est beaucoup mieux. Hein. Donc, voilà. Et donc, voilà, c'est en fait d'imprimer une culture de ce type de management. Quoi. Voilà, donc la démarche participative, c'est bête comme bonjour, hein, c'est de créer des espaces d'échange et une démarche projet pour arriver à une reconnaissance, une communication, une collaboration, un sentiment d'appartenance. Quand il y a une mauvaise... quand vous arrivez dans un service, que vous prenez un service, il faut... Alors, on va l'avoir après, c'est vrai. Donc juste pour vous dire, mais ça je passe là-dessus, hein, qu'on a conceptualisé le système au niveau des pôles, puisque nous en France, il y a des pôles, c'est-à-dire qu'en fait, on réunit les services pour travailler ensemble. Donc moi, je suis chef de 7 services. D'accord. Et donc, au niveau du pôle, j'ai conceptualisé la même chose pour comment on peut travailler ensemble avec 7 services. D'accord. Ok, donc je passe là-dessus et j'ai même dit que c'était possible au niveau d'un établissement, puisqu'en fait, les groupes d'échange, c'est 20 personnes. Donc, comment, nous on est 6000, comment on va diviser 6000 par 20 ? Enfin, voilà, on va arriver à 20. D'accord. Donc, direction générale, direction fonctionnelle,
direction fonctionnelle, pôle, et à ce moment-là, il faut une représentation du pôle. Qui y va? Le pôle, qui dans le pôle, tous les services, quelle représentation au niveau des métiers. Pôle, service, service. Les services, on y arrive. D'accord? Voilà, donc en fait, on a essayé de conceptualiser le système sur l'ensemble, à la fois au niveau donc, fonctionnel du service et au niveau de la gouvernance. Là, par contre, il y a un rôle essentiel de la direction générale. Bon, j'arrive je vais y arriver, hein, parce que j'ai fait un pari avec Raphaël, donc je vais y arriver. Hein? Bon, ok. Donc, juste pour vous dire que quand on arrive dans un service, on essaye de savoir si c'est possible ou pas possible. Et donc, en fait, voilà, on a proposé une grille d'évaluation pour savoir si c'est possible ou pas possible. Est-ce qu'il y a une utilité de le faire? Est-ce que les équipes sont stressées? Est-ce qu'il y a une bonne prise en charge des patients? Est-ce qu'il y a un accord par rapport à ce qui est obligatoire? Est-ce qu'il y a une cohérence au niveau de l'organisation? Est-ce que le chef est légitime? Est-ce qu'il y a une volonté de l'équipe de bouger? Est-ce qu'il y a une cohésion de l'équipe entre les managers? Est-ce qu'il y a un encadrement pertinent au niveau de la cadre? Et est-ce qu'il y a une communication interne efficace? Oui, non, oui, non, oui, non. Si on est dans non, eh ben on fait autre chose que si on est dans oui. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on est dans oui? Et qu'est-ce qu'on fait quand on est... Ben, soit les indicateurs sont au vert et on peut directement partir dans... Alors, il y a un problème sur la diapo, parce que ça doit être Raphaël. Hein. Il manque un truc là qui s'appelle les staffs pluriprofessionnels. Si d'emblée vous pouvez partir sur la mise en place des staffs pluriprofessionnels et une démarche projet, d'accord, parce qu'en fait les gens ils vont avoir envie d'avancer, soit ça va pas, et à ce moment-là il faut commencer par essayer de fédérer les équipes. Et donc la première étape c'est la formation interne, et puis c'est travailler sur les valeurs. J'ai vu que c'était dans votre livre, voilà. Et puis une fois, donc ça c'est la première année, formation interne valeurs pour que les gens se connaissent et se fédèrent, et après on part sur une démarche projet, et c'est la démarche projet qui va proposer les staffs. Parce que quand vous faites une démarche projet sur comment mieux prendre en charge les patients, vous êtes obligé d'arriver sur les staffs. Et c'est eux qui vont vous les proposer. Et donc après, vous êtes pour rien. Et en plus, vous allez pouvoir mettre les staffs alors que ça ne vient pas de vous. D'accord? Donc voilà. Donc vous êtes obligé de faire, là, dans ce cas-là, de faire uniquement du bottom-up. Hein, parce que sans ça, ça ne marchera pas. Bon, ça je passe aussi, vous verrez ça. D'accord? Ça sera dans les questions. Alors voilà, donc les textes législatifs, on a quand même fait fort, hein, puisque vous voyez qu'on a réussi à avoir des textes en 2002, 2004 et 2008, et qu'en 2008, c'est devenu un des 5 critères prioritaires d'accréditation des établissements. C'est un des 5 critères, ça doit être en place partout, c'est 25% des services. Donc vous voyez, c'est quand même un peu rageant quand même, mais enfin c'est comme ça. Ok, donc ça c'est pourquoi on avait bu le champagne en 2008, hein, puisque en fait, vous voyez, ça c'est pour la prise en charge globale des patients en soins palliatifs, et c'est exactement notre modèle. Hein. Okay. Bon, voilà, et puis le pacte de confiance en 2013 d'Édouard Couty reprend nos propositions, hein, donc voilà, et recréer des espaces de confrontation, démarche participative au niveau de l'établissement, etc. Voilà. Et puis alors notre dernière chose, c'est qu'en 2016, la ministre de la Santé, avant de partir, a proposé la mise en place d'une stratégie nationale d'amélioration de la qualité de vie au travail, avec donc des réunions, la généralisation des staffs. Et puis, préparation des cadres au management, améliorer les professionnels lors de la formation des cadres. Donc, vous voyez, on était dans le truc. Et puis, donc, ils ont mis en place 2 choses qui sont un organisme de médiation et également un observatoire de la qualité du travail au niveau national. OK, donc on arrive au bout. Hein? OK, donc on est en 2004 et donc là on se dit est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai cette histoire. Donc là aussi vous aurez le diaporama, hein, j'insiste beaucoup. Ouais, juste pour vous dire que donc je travaille depuis 2008 dans une équipe qui travaille sur qualité de travail psychopathologie, que nos axes, c'est ancré dans la qualité de travail, non pas dans le burn-out, on est bien d'accord. Que nos axes, c'est santé et qualité du travail dans les secteurs diversifiés, dans des contextes variés, dans une population hétérogène. On a quelqu'un qui travaille en particulier sur les différences de culture. Et vous voyez qu'on a quand même pas trop mal travaillé en 6 ans. Hein, voilà, donc on publie quand même pas mal sur cette thématique. La thématique qualité du travail, c'est 51 publications en 6 ans. Voilà, donc moi, c'est ma première publication hein, où j'étais un peu nouveau dans le système, donc c'est un financement du ministère de la Santé. Et on avait montré que donc,
sur 400, un peu plus de 400 infirmières et aides-soignantes d'oncologie, que les facteurs prédictifs, en dehors du sentiment d'un manque de temps et de mal prendre en charge le besoin des patients et des proches, c'était une reconnaissance au travail, une formation, une bonne formation, une collaboration, une communication et la présence des staffs pluriprofessionnels. Donc ça, c'est une publication une étude de 2004 qui a été publiée en français en 2008 et dans Supportive Care in Cancer en 2012. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est quand vous regardez le stress perçu par les équipes, ce sont exactement les mêmes facteurs, plus la taille du service et le nombre de décès par mois. Ça, c'est intéressant parce qu'actuellement, nous, on a tendance à regrouper les services. Ben, c'est une connerie, parce qu'on sait qu'on va stresser les équipes. D'accord? Bon, voilà. Bon. Voilà. Et sur le soutien social, c'est-à-dire le soutien perçu par les équipes, on retrouve exactement les mêmes facteurs, plus deux autres, qui sont la place des bénévoles. C'est-à-dire qu'en fait, le fait d'avoir des bénévoles dans le service donne l'impression aux équipes d'avoir un soutien. Et deuxième chose, le temps de transmission. Et qu'il faut au moins avoir 30 minutes de transmission pour avoir le sentiment d'avoir un bon soutien de ses collègues. D'accord? Nous, on est passé de 35 heures il y a une dizaine d'années. Ça a diminué énormément le temps de transmission. Et donc là aussi, c'était une connerie. D'accord. Deuxième PHRC qui était publié dans 2 revues américaines en 2013. Là, qui s'est attaché uniquement au problème des cadres de santé. Quel est le rôle des cadres de santé sur la qualité de votre travail? D'accord? Ça va? Ok, je passe parce que je gagne avec Raphaël. Ah, d'accord. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a trouvé? Alors, sachez que les gens de psycho du travail sont très gentils. Enfin, ouais, les psychos, ça va. Dans mon équipe, ça va. Mais par contre, ils sont compliqués. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, les 2 diapos que je vais vous montrer s'emboîtent. C'est les mêmes personnes. C'est la même étude, d'accord? Mais le seul problème, c'est qu'ils n'ont pas le droit de publier 2 fois la même échelle dans 2 publications différentes. Donc en fait, tout s'emboîte, d'accord? Donc je vais vous faire une synthèse, d'accord? Donc le leadership transformationnel, vous savez le truc qu'on a vu tout à l'heure? Voilà. Donc le fait d'avoir un leadership personnalisé, qui est avec exemplaire et qui fait confiance aux autres, ça améliore la qualité de votre travail et l'engagement au travail, d'accord? Par le biais du sentiment de justice qu'il induit. Ça va? Et la suivante, c'est que donc la qualité de votre travail, elle est en fait ici, d'accord? Ça améliore également la satisfaction au travail et la performance, d'accord? Par le biais du soutien au réel perçu. Donc le leadership transformationnel, ça améliore la qualité de votre travail, la performance, l'engagement et la satisfaction par le biais de la justice organisationnelle perçue, dont la justice procédurale, et le soutien organisationnel perçu. Donc, ce sont des intermédiaires liés au leadership. Bon, alors, ensuite, est-ce que ça a un impact sur la qualité des soins? Alors là aussi, je vais aller vite. On pouvait penser, par notre modèle, que ça allait jouer, puisqu'en fait, il y a un projet personnalisé, il y a les soins de support qui permettent d'adapter aux besoins, on améliore la qualité de votre travail, donc probablement l'information, l'écoute et l'accompagnement, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et puis, vu qu'on croise nos regards, en dehors du projet de santé personnalisé, on améliore l'information et la prise de décision éthique. D'accord? Donc, on pensait que théoriquement, ça devait marcher. Sachez que pour ceux qui sont curieux, vous pouvez aller sur un site qui s'appelle hssanté.fr et que Véronique Gadi a écrit 40 pages sur la qualité de votre travail et la qualité des soins. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller vous balader là-dessus. Et que donc, elle montre quand même que la charge de travail joue un rôle, hein, d'accord? Et que, voilà, les conditions de travail améliorent la satisfaction des patients et les risques de maltraitance. Donc, c'est ce qu'on voulait démontrer. Et donc, il y a pas mal de références de la littérature là-dessus. Deuxième chose, je pense vite aussi, c'est les hôpitaux magnétiques, hein, d'accord? Donc, quand vous rentrez dans un hôpital magnétique, vous signez une charte là-dessus, hein, une bonne collaboration entre les gens. Vous favorisez l'autonomie clinique, la formation, et puis vous avez des soins centrés sur les patients. Voilà, et un cadre exemplaire, donc c'est très proche de ce qu'on racontait tout à l'heure. Alors, ça diminue le burn-out et la satisfaction au travail, donc ça améliore la satisfaction au travail, donc ça va, on l'a déjà vu. Ça améliore la qualité des soins et la satisfaction des patients, c'est pour ça que je l'ai mis là, dans ce truc-là, d'accord? Le problème, c'est surtout ça, hein, on en a parlé tout à l'heure, hein, c'est quand même assez inquiétant pour ceux qui ne connaissent pas la publication. C'est quand vous comparez ces services de chirurgie d'hôpitaux magnétiques par rapport à des services comparables d'hôpitaux non magnétiques, et ben vous avez 33% de morts en moins et 50% de morbidité en moins.
33%, 50%. D'accord? C'est quand même un peu inquiétant quand même. Je ne comprends pas qu'on puisse ensuite ne pas être dans ce type de démarche au niveau des directions. Enfin bon. Voilà, et puis au niveau impact, c'est des hôpitaux qui ont plus de personnel que les autres, d'accord? Donc qui vont coûter forcément plus cher. Ah, pardon, je reviens. Le seul problème, c'est que ça diminue le turnover et l'absentéisme, et en fait, on est à 4% de gain de coût, d'accord? Donc, bien qu'il y ait plus de personnel, ça coûte moins cher, d'accord? Par exemple, l'AP et HP qui est en déficit, etc., vous diminuez l'absentéisme d'1% et vous êtes en équilibre, d'accord? Ils sont à 16%. Donc on passe à 15 et c'est bon. Hein, d'accord? Ok. Donc je vais finir là-dessus. C'est tout récent, hein, ça date, c'est des résultats qui datent de moins de 6 mois. C'est qu'on a fait une enquête en oncopédiatrie sur le schéma suivant. Démarche participative, facteurs managériaux, ceux qu'on a vus tout à l'heure. Est-ce que ça agit sur la qualité de vie au travail? Est-ce que ça agit sur la qualité de prise en charge des enfants? D'accord? Donc, pour ceux qui ont déjà vu la présentation, je suis désolé. Donc, il y a 25 des 30 centres de pédiatrie français qui ont participé. Il y a 510 soignants qui ont participé, 25 centres, ce qui veut dire qu'en fait, il y a peu de soignants par centre. Et c'est ça qui explique pourquoi on a quelques soucis que tu vas nous régler sur la statistique. Et donc, 440 enfants ou parents ont répondu. Alors, qu'est-ce que ça fait? D'abord, on a démontré que notre modèle directement améliorait la qualité de vie au travail, la satisfaction au travail et l'engagement au travail. Donc là, on a bien démontré que c'est notre modèle, avec ces 4 composantes qui jouaient sur la qualité de vie au travail et sur ses conséquences. Mais également, on a montré que notre modèle améliorait la qualité des soins, sur la satisfaction globale vis-à-vis des soignants, sur la satisfaction vis-à-vis de l'information et de la communication, et que les 2 composantes les plus importantes, c'était les staffs pluriprofessionnels et le support aux équipes. Ça va? C'est clair ce que je raconte? Bon, vous m'entendez? À peine. D'accord? Et c'est quasiment la même, la dernière diapo. 42, c'est bon. Donc, on a regardé s'il y avait une corrélation entre notre modèle, la démarche participative, et les 4 facteurs majeurs qui jouent sur la qualité de vie au travail. Ah, d'accord? Ça va? On les a déjà vus 15 fois, donc c'est bon. Et vous voyez qu'il y a quelques corrélations quand même, hein, entre 10-12 et 10-21. Donc c'est quand même assez... je savais pas que ça existait ce machin-là, mais bon, moi habituellement c'est 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. On est content quand il y a 4 0, mais là il y en a 12. Donc... ça va, d'accord. Et donc, on a regardé si chaque composante, les 4 toujours les mêmes, hein, d'accord, ils jouaient, et ben les 4 ils jouent. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un des facteurs qui n'agit pas sur un des... C'est incroyable. Incroyable, hein. On ne s'attendait pas à ça du tout. On a bu, hein. On boit souvent, en fait. Hein. Ok, alors maintenant, qu'est-ce qu'on a? En fait, on a 3 choses. Donc, notre association a 3 objectifs. Premièrement, améliorer la qualité des staffs. Donc, on va faire un référentiel sur le staff pluriprofessionnel. Il est en train d'être écrit. Deuxième chose, donc, on essaye de passer des soins palliatifs à la maladie chronique. Donc là, on fait un lobbying au niveau du ministère de la Santé pour qu'on sorte des recommandations sur la maladie chronique et non pas sur les soins palliatifs. Et donc, troisième chose, c'est qu'il faut former nos managers. On en a largement parlé avant de venir ici. Et donc, voilà, donc on a donc 20 formateurs sur la démarche participative en France, sur toute la France, pour essayer de passer le message. Au départ, c'était une formation qui était vendue par l'Université de Tours, mais actuellement, c'est la plus grosse boîte de formation qui nous fait travailler là-dessus. Donc, on a créé une formation sur le management qualité de vie au travail de 2 jours, je vous l'ai dit. Hein. On a créé également un Master 2 sur management santé et qualité de vie au travail. Voilà la formation qui est vendue par le Centre national d'expertise hospitalière, qui est donc la plus grosse boîte de formation en France. Voilà mon bouquin. Voilà l'autre bouquin qui est à destination des soignants. Donc c'est pour les infirmières et les aides-soignantes. On a eu le grand prix le prix de l'innovation managériale de l'ESSEC en France. C'était la première fois qu'un médecin avait le prix de l'innovation managériale de l'ESSEC qui est destiné aux entreprises. On a eu le droit à 3 pages dans Le Monde, qui est on a même eu le droit à TF1. Voilà, j'ai fini. 45. Ah non.
J'ai gagné parce que j'ai pris le truc à 5, hein, donc j'ai mis 40 minutes. Hein, d'accord? D'accord, c'est bon. Bon, surtout, maintenant, vous aurez le diaporama, vous pourrez aller... Vous voulez parler, par exemple, dans le microphone, parce que sinon, il y a personne qui va vous entendre. C'est très bien, bravo. On comprend bien le concept. Par contre, pour libérer les équipes, c'est difficile. Les médecins vont le faire après... Alors, oui, après 5-6 ans, mais si vous voulez impliquer tout le monde, les gens ont des familles, concessions, travail, famille, vous n'allez pas avoir tout le monde autour de la table. En tout cas, nous, au Québec, c'est quasi impossible. oui. Puis si on veut les libérer dans la journée, ben, ils ont des soins, puis le chiffre de soir, de nuit. Je comprends votre concept, je suis sûre que ça fonctionne, mais... Oui, il y a plusieurs réponses à vous faire. La première chose, c'est que le système français n'est pas le même que le système canadien. D'accord? C'est-à-dire que les médecins hospitaliers sont payés par l'hôpital, ils ne sont pas à l'acte. D'accord? Non, mais ça joue beaucoup. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, vous arrivez le matin, moi, quand j'arrive le matin à 7h30, je ne sais pas à l'heure que je vais sortir. Si je fais un stage, je partirai 1 heure plus tard, je m'en fous. Hein. D'accord? Enfin, pour ma femme, mais moi, je m'en fous. D'accord? Donc, ok, donc, je veux dire, vous comprenez, je veux dire, on n'a pas le problème de l'acte. D'accord? Donc ça change quand même le système. Deuxièmement, les infirmières. Parce que les formations, c'est une question qui sort à chaque fois. On n'a pas le temps. Alors d'abord, il y a des endroits où on n'a vraiment pas le temps. D'accord? Donc si on n'a vraiment pas le temps, il faut que ce soit l'équipe qui construise cet espace d'échange. Vous avez globalement souvent le temps d'aller prendre le café. Et bien si vous prenez le café avec l'aide-soignante et avec le médecin, vous aurez un mini-staff sur les 2 malades qui posent un problème dans le service. Et vous n'aurez pas un staff général. D'accord? Troisième chose, vous allez améliorer la qualité de vie au travail parce que les gens vont être reconnus, ils vont être écoutés par les autres. Et bien, vous savez, on a aussi montré qu'on améliorait la performance et l'engagement. Vous perdez du temps. C'est le problème de la démarche participative et du management participatif. Vous perdez du temps au départ pour en gagner à l'arrivée. Et ça, il faut vraiment être conscient de ça. Le seul problème, c'est qu'il faut persuader vos managers. D'accord? Sinon, ça ne marchera pas. C'est pour ça qu'on a rajouté la 5e composante. Parce que si vous n'avez pas des espaces d'échange entre managers, ça ne marche pas. Merci pour la présentation très, très intéressante. J'aurais 2 petites questions pour vous. La première, c'est dans votre approche collaborative, c'est quoi la place du patient dans cette approche-là? Je comprends que les rencontres, c'est vraiment centré autour des besoins du patient, mais est-ce que des fois, est-ce qu'ils participent à ce type de rencontres? Au Québec, on est pas mal porté sur les approches de patients partenaires, ou est-ce que vraiment le patient fait partie des rencontres lorsqu'on parle de son cas? Donc, je me demandais où est-ce que vous en étiez dans ces réflexions-là. L'autre petite question, c'est le choix du nom de la rencontre, staff pluriprofessionnel versus rencontre interdisciplinaire. Je me demandais s'il y avait une différence entre les deux. Non, c'est la même chose. OK, merci. Donc, je vais répondre à la première. C'est une question... Alors, je vous rappelle quand même que je fais de la cancéro, hein, ce qui est quand même une spécialité un peu particulière. Donc, en fait, on fait de l'hétéro-évaluation de besoins. C'est-à-dire qu'en fait, on n'invite pas les patients pour nous dire ce qu'ils pensent. En fait, on part de ce qui a été dit avec les aides-soignantes, les infirmières, les médecins et les professionnels. Voilà. Donc ça, c'est clair. Alors après, on en a parlé aussi tout à l'heure, je crois que c'est, je ne sais pas avec qui, c'est la place des patients. On est en train d'y penser. Moi, je pense qu'ils ont une place dans ce modèle sur les groupes de travail. Si on met une démarche dynamique pour savoir comment on peut faire mieux par rapport à la prise en charge globale, ils ont leur place là-dedans. D'accord? Et on est en train d'y réfléchir. D'accord? Mais uniquement pour moi à ce niveau-là. Pas au niveau... je crois qu'on est vraiment dans l'hétéro-évaluation des besoins. Autre question? Je parle aussi. Merci d'abord parce que c'est une vraie innovation managériale, dans le fond. Puis, vous évoquez la psychopathologie du travail, ça s'inscrit dans le fond. Êtes-vous en lien avec Christophe Dejour, les équipes de... Alors, je le connais peu, mais enfin, je connais ses écrits, mais je ne le connais pas personnellement. Donc, bon, ouais. fond, on est dans la logique de l'organisation. Oui, oui. La question, tout simplement, c'était sur l'influence, la portée de vos travaux sur le management. Est-ce que vous êtes en lien? Est-ce que vous essayez d'influencer avec vos référentiels
l'école de formation des gestionnaires de Rennes, là, tu vois, Oui, qui On dans le fond, intervient là-bas. prépare, dans le fond, tous les gestionnaires pour l'ensemble du système français. Est-ce que vous avez réussi à pénétrer l'école de formation oui. pour influencer Oui. les paradigmes? En gros, on a trois objectifs de formation qui sont les managers. Donc, on a les directeurs, on a les cadres et on a les médecins. D'accord? Donc, c'est effectivement un gros problème. Donc, on est à l'école de santé publique de Rennes. On essaye de rentrer dans les écoles de cadres. Donc, on est dans certaines écoles de cadres, mais pas dans toutes, puisqu'on a des formateurs un peu partout. On essaye de rentrer là-dessus. Et ensuite, là, on vient de... Alors, ça date de quelques semaines. On a fait enfin un enseignement en ligne pour tous les nouveaux internes, les 8500 internes de France chaque année. Donc voilà, ce sera un enseignement en ligne parce que 8500 on ne peut pas faire, mais ça va être un enseignement en ligne obligatoire. Question sur le web. Il n'y a pas de moi. Question de Mihaela Popovici. Elle se demande comment avez-vous mesuré l'engagement et la satisfaction au travail? Quels indicateurs vous avez choisis? Alors, j'ai pas sorti c'est des échelles validées de psychologie du travail. Hein. Il y a l'UVES scale et puis je ne sais plus lequel parce que je suis pas un grand. Mais enfin, alors, ce sont des échelles validées de psycho du travail. Bonjour, merci pour cette présentation. Je voulais savoir, dans votre équipe multidisciplinaire que je vais appeler, est-ce qu'il y a un leader qui est comme plus celui qui va chapeauter l'équipe ou tout le monde est à partie égale dans ses interventions? Alors, sur les interventions, tout le monde est à partie égale, si c'est sur les staffs. D'accord? C'est une grande question hein, qu'on nous pose. Pour moi, le manager est un animateur, mais était aussi le décideur à la fin. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, alors, je le redis, le bon manager, il fait les 4 types de management. D'accord? Donc, il fait des réunions où il fait de l'informatif, il peut faire du consultatif et il peut faire du participatif. D'accord? Ce type de réunion, je ne sais pas quelle est la solution. Ensemble, on est moins con que tout seul. D'accord? Non, mais c'est exactement ça. D'accord? Ok? Donc, je fais confiance à l'équipe. Et voilà, tour de table. D'accord? Habituellement, quand il y a un tour de table, il y a un consensus. D'accord? Vous n'aviez pas d'idée au départ. Les gens sont intelligents. Le consensus est la bonne solution. D'accord? Par contre, si vous faites vos 3 tours de table et qu'au bout du compte, vous dites « Ah bon, on va faire comme ça », là, c'est râpé. Ils ne viendront pas le coup d'après, hein, d'accord? Donc à ce moment-là, il fallait faire voilà, vous faites de l'informatif. Voilà, j'ai décidé comment on le met en place. Et à ce moment-là, vous allez avoir un espace de parole, d'échange uniquement sur la mise en place, mais pas sur la décision. D'accord? Oui. Merci beaucoup pour la présentation, c'était super intéressant. Petite question, puis je ne sais pas si vous allez être en mesure d'y répondre, là, mais lorsque vous avez étudié le leadership transformationnel, puis bon, comme on sait dans la littérature, c'est un grand construit qui comporte plusieurs sous-dimensions. Donc, on peut parler notamment de la capacité à cultiver la collaboration au sein d'un groupe, la capacité à créer une vision au sein de ce groupe-là. Ma question, est-ce que vous avez étudié ces sous-dimensions-là pour tenter de comprendre lesquelles influençaient le plus? L'échelle de base et après on a fait des corrélations à partir de l'échelle, mais on n'a pas été chercher plus loin. Ben, merci beaucoup. Autre question, commentaire, observation? N'hésitez pas. Hein. Les médecins on fait de la co-gestion avec les médecins. Je ne suis pas allée à l'école de médecine, moi je suis infirmière, gestionnaire, mais c'est comme s'ils voulaient avoir la vérité absolue, mais ils n'ont pas pris de cours de gestion. Ah oui? C'est notre problème, c'est ça la C'est un manque de connaissances, de gestion, pas de connaissances médicales ou tout ça. Et ça vient pour les gestionnaires, qui va gagner? C'est pas le gestionnaire.
gestionnaire, ou si le gestionnaire décide, le médecin ne va pas y parler pendant une semaine, là. Mais ils vont venir, là. Mais c'est un peu ça que... Et oui, on vit parce que ça détruit nos bien équipes sûr, énormément. mais Et finalement, bien comme c'est des travailleurs autonomes au Québec qui... Oui, tout à fait. C'est ça le problème. Vous avez exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, si vous avez la chaîne qui ne marche pas, je veux dire, on n'y arrivera pas. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, il faut vraiment que les gestionnaires, les médecins et les cadres, ils soient dans la même dynamique. C'est pour ça que nous, on propose des formations aux trois en même temps. Et on essaie de les mettre ensemble pour que, voilà, pour implémenter, etc. Deuxième chose, c'est ce que je disais, je suis désolé, avant, avec le café avant, on a dit exactement la même chose, c'est pour être chef de service globalement dans un hôpital universitaire français, d'accord, il faut être agrégé. Globalement, c'est rare que dans un service, ce soit un praticien hospitalier non agrégé qui soit chef de service. Donc, c'est une connerie, hein, monumentale, hein, d'accord. Donc, en fait, je suis agrégé, d'accord. J'ai 40 ans, probablement, hein, à peu près, 40 pour être agrégé. J'ai passé l'internat, j'étais chef de clinique, j'ai fait ma thèse de sciences, je suis allé aux États-Unis, au Canada, d'accord, ok. Et puis après, je reviens. Vous croyez que j'ai envie de faire ça? Putain, je suis chef, hein, pour rigoler quand même, hein, d'accord, ok. Donc, ouais, non, mais c'est ça le problème. Donc, en fait, il faut changer le système, hein, c'est-à-dire que, voilà. C'est pour ça qu'on n'a que 25 ou 30% de choses en place. Et alors, je charge un peu le mulet parce que nos cadres ne sont pas exceptionnels non plus. Hein. C'est-à-dire que... non, je suis désolé, je vais vous raconter des histoires parce que maintenant j'ai le temps. Donc, là, je m'arrête étant donné mon grand âge. Et donc, j'ai fait 2 mandats de chef de pôle. Et à la fin de mon premier mandat, la directrice m'a dit, bon, on y retourne. J'ai dit non, j'y retourne pas avec ma cadre. Parce que les services, c'est des cadres de pôle, et puis après, vous avez des cadres supérieurs qui vont avec le chef de pôle, d'accord? C'est-à-dire que pour les 7, d'accord? Et j'ai dit non, moi, j'y retourne pas. J'y retourne pas avec ma cadre supérieure. Alors, soit vous voulez que j'y retourne et vous trouvez une solution pour ma cadre, soit vous n'en trouvez pas et moi, j'y retourne pas. D'accord? Donc, ils ont trouvé une solution. D'accord? Et donc, il y a 14 pôles. D'accord. Et après, il a fallu que je choisisse un autre cadre supérieur de pôle. J'avais 3 candidatures sur 14, d'accord, qui me convenaient à mon management. Et 0 est venu, parce qu'ils étaient dans d'autres pôles et qu'ils n'avaient pas envie de changer, d'accord. C'est quand même un problème. Alors après, ils ont nommé quelqu'un qui n'était pas cadre supérieur pour travailler avec moi, et ça s'est très bien passé. Mais voilà, donc je veux dire, vous voyez quand même que sur le top management d'un CHU, il n'y en a quand même qu'une sur 5 que j'étais prêt à prendre. Donc ça prouve qu'il y a aussi quand même quelque part un problème. Problème interpersonnel ou... Non, de management, de type de management. Conception du management. Absolument, de conception du management. Moi, j'aurais une question. En quoi ce style de gestion complexifie le travail du médecin gestionnaire? Alors, le médecin gestionnaire, tu veux dire le médecin chef de service? Oui. D'accord. Moi, je trouve que ça le simplifie. OK. Pour moi, ça le simplifie. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, au lieu de prendre tes décisions tout seul, tu la prends en équipe. Soit c'est du top management, tu la prends avec tes collaborateurs. Soit tu n'es pas obligé de dire qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qu'on fait ensemble. Donc c'est plutôt simple. Et sur l'équipe, si tu veux, ça change complètement. Ah, je vais vous raconter une histoire. Une histoire. J'ai eu quelques moments difficiles dans ma vie, professionnelle, d'accord, enfin personnelle aussi. D'accord, donc professionnel. Et donc, il y a une quinzaine d'années, mon patron, je vous avais dit qu'il m'avait la grande chance, c'est que quand j'étais nommé chef de service, il m'a dit, agrégé, il m'a dit, je te laisse au service. Donc, c'est sympa, hein, d'accord. Et le seul problème, c'est qu'un jour, il est parti à la retraite. Et vu qu'il faisait de l'oncopédiatrie, il a fallu que je me mette à faire de l'oncopédiatrie, d'accord. J'avais jamais fait de pédiatrie, enfin j'avais fait 3 mois quand j'étais externe, d'accord, ok. Et je suis arrivé en période de crise aiguë, ce qui fait qu'en fait il n'y avait plus personne dans ce service. Il y avait un PH tout seul, et puis une interne. J'ai dit bon, donc il y avait 2 solutions, soit on fermait le service, soit je me mettais à faire de la pédiatrie. Donc pendant 6 mois, j'ai disparu du service, j'étais faire de la pédiatrie. Alors, je vous ai dit, là j'étais en burn-out. C'est-à-dire qu'en fait, je me réveillais à 2h du mat, c'était fini, tu vois. Je veux dire, aujourd'hui, je vais le tuer, ce malade. Hein, c'est sûr, je vais arriver à tuer un malade, hein, d'accord.
C'était incroyable. J'étais dans un état, j'étais sûr. J'ai tué personne, mais j'étais tout le temps réa en disant comment on fait, quels électrolytes, comment on fait. Parce qu'au-dessus de 4 ans, ça va, mais en dessous de 4 ans, c'est tout petit ce machin-là. Hein. Oh là là. Donc voilà, donc j'ai fait de la pédiatrie pendant 6 mois, et puis au bout de 6 mois, on a récupéré une chef de clinique. Donc j'y suis allé moins, et donc je réapparais dans le service d'adultes. Et donc voilà, je m'appelle Philippe Colomba. Ah oui, on avait vu votre nom, c'est vous le chef de service? Oui, c'est moi le chef de service, d'accord. Donc je fais la visite ce jour-là, donc on a 19 lits dans le service, hein, d'accord. Et ce jour-là, il y a plus de la moitié des gens qui m'ont dit, on est dans un service pas comme ailleurs, on a un service de bisounours. D'accord. Ça vous prouve bien que le système marche même si vous n'êtes plus dans le service. Si c'est un avantage pour les médecins gestionnaires, pourquoi il y en a si peu qui embarquent dans le processus? Moi, je pense que c'est vraiment l'image du pouvoir. C'est peut-être aussi un problème de formation, mais je pense vraiment qu'il y a un problème avec l'image du pouvoir. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est-à-dire que pour la majorité des médecins, avoir le pouvoir, c'est décider. Seul. Faire du directif. Pas moi, c'est ce que je pense. Moi, c'est plus un... Ok. Là, c'est plus aussi un témoignage et puis un remerciement pour Philippe, parce que j'apprécie énormément. Moi, j'avais envie de dire, pour avoir visité le service de Philippe, il y a quelque chose de très particulier dans le service, c'est vrai, c'est les calinours, hein, pour ici, mais c'est surtout que Philippe, il véhicule la gentillesse. La gentillesse, et ça change tout. Et on en parle de gentillesse, on a des cours où on nous explique la gentillesse, on nous parle de Google, qui est une entreprise où on véhicule la gentillesse. Alors, je pense que c'est un type de manager, de façon de gérer, mais la gentillesse est au quotidien dans ce service. Et ça, je trouve que c'est une vraie façon de transmettre. Et ce que fait Philippe au quotidien, c'est d'essayer de transmettre ça. Et je trouve ça, enfin voilà, moi je voulais féliciter. Oui, mais ça a perduré avec mon départ, donc, parce que ça fait quand même 7 ans que je suis plus chef de service, hein, et parce que j'ai démissionné le jour où j'ai été nommé chef de pôle. Donc ça perdure. Hein. Alors, j'avais une autre pas sur les femmes enceintes, hein. Pas de questions sur les femmes enceintes. Non. Je vais très bien psychologiquement, je tiens à le dire à tout le monde. Oui, mais c'est à cause de ton manager, j'ai bien vu hier, oui. Je voulais savoir, j'ai déjà participé à un projet où est-ce qu'il y avait beaucoup de conflits à l'intérieur des équipes interdisciplinaires, puis une des raisons du conflit, c'était que le médecin revenait toujours avec l'idée que, ultimement, c'est lui qui est responsable et imputable des soins qu'on va donner aux patients ou du diagnostic qu'on va leur poser. Donc, peu importe la tournure des discussions, si le médecin n'était pas d'accord, il disait, ultimement, moi, j'endosse pas la décision de l'équipe, puis on va y aller avec ma décision à moi. Je voulais savoir comment ça se traitait dans vos cas, chez vous. Ben, ça ne se traite pas parce que c'est pas du quotidien, ça, chez nous. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où on a cette éthique de toujours discuter des choses ensemble, c'est quelque chose qui n'est... Alors, c'est pas un service... depuis mon départ, il y a eu un grand problème. C'est qu'en fait, un des médecins que j'avais recruté a fait un conflit par rapport au nouveau chef de service. D'accord ? Alors après, je ne vais pas rentrer dans le détail. Je pense qu'on était plutôt du côté personnalité pathologique. D'accord ? Et là, il n'y a pas de solution. Alors heureusement, il y a une solution, c'est qu'il a pris la décision de partir. Mais s'il n'avait pas pris la décision de partir, nous, en France, on ne peut pas changer un médecin de place. D'accord ? Donc ça aurait été une catastrophe. Donc il nous a sauvé la mise en partant. Mais là, si tu veux, je n'avais pas de solution. Et tout simplement parce que moi, je l'avais recruté, donc il n'a pas bougé tant que j'étais là. Et le chef de service étant plus jeune que lui, c'est devenu un conflit interpersonnel. J'ai une question en fait tout à fait complémentaire. Est-ce que vous diriez que si ça fonctionne différemment, c'est parce que l'imputabilité appartient à l'équipe ou parce que l'imputabilité appartient tout de même au médecin, mais il y a une espèce de... on endosse les décisions du groupe? Alors moi, je pense qu'il y a deux choses qui sont importantes. C'est la reconnaissance de l'individu en tant que tel. Et donc, en fait, chacun est reconnu au quotidien et sait qu'il peut avoir un impact sur un groupe de travail, sur un dysfonctionnement, etc. Et deuxième chose, par rapport au management,
je crois pas que ça soit, je pense vraiment que ce qui est important, c'est ce qu'a dit Karine. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que le chef, il est reconnu de par son BBM, quoi. C'est-à-dire, en fait, voilà, son management. On ne peut pas faire ce management si vous arrivez le matin et vous ne dites pas bonjour, quoi. C'est même pas la peine d'assister, quoi. Hein, d'accord, voilà. Rebondir en synthèse ce que tu disais, Benoît, Denis. Benoît, Denis, une personne âgée. Tu sais, la gestion participative, pourquoi les médecins? Mais si on prend un petit peu, on prend une lecture longitudinale, historique, oui. Puis on met des tranches de 30-40 ans, on voit quand même que dans la société en général, pas uniquement en santé, on voit de plus en plus apparaître des living labs, par exemple, qui sont des lieux de concertation. On voit apparaître toute la question du le co-design, la co-création, la collaboration. Bien sûr, vous avez raison. Une terminologie conceptuelle qu'on n'avait pas il y a une quinzaine d'années. Ouais, donc on voit apparaître quand même c'est vrai, ça bouge. qu'il y a des poches de plus en plus de cette logique-là, pas uniquement en santé, mais ailleurs dans la société. Donc, j'ai l'impression que si on fait une lecture historique, longitudinale, on voit qu'on est en quelque part dans un paradigm shift, dans le fond, sur des questions de management. Merci de votre éclairage. Juste un commentaire sur ce que vous dites. En fait, on n'a rien créé du tout. Il n'y a rien de neuf chez nous. D'accord. Ce qu'on a montré là, ça existe depuis 40 ans en rééducation fonctionnelle. Quand ça existait avant nous, ça. D'accord. En psychiatrie, ça existait aussi avant nous. D'accord. Deuxième chose, effectivement, ça agit beaucoup. Enfin, ça existe maintenant beaucoup dans les entreprises. Et on a un groupe qui s'appelle le groupe Hervé, avec qui on fait des co-animations, qui est un grand groupe de 4500 personnes. Qu'est-ce qu'il fait? Ils achètent des boîtes, ils les divisent par groupe de 15, et les cellules de 15 sont complètement autonomes, d'accord? Et donc la direction, il ne fout pas ses pieds, sauf s'ils ont des problèmes. À ce moment-là, ils disent c'est quoi votre problème? Vous avez besoin de ça? On vous donne ça, d'accord? Croissance à 2 chiffres tous les ans, d'accord? Complètement autonomes les cellules. Il n'y a pas d'horaire, il n'y a pas de machin, il n'y a rien, d'accord? Ok. Voilà. Ce qui facilite le mouvement, c'est probablement la complexité des problématiques en santé, par exemple. Les problèmes de maladies chroniques sont tellement complexes qu'on doit travailler en interne. Bien sûr. C'est pour ça que je pense que je suis quand même beaucoup plus léger, même si c'est obligatoire dans tous les services, sur les services de chirurgie. La chirurgie, c'est quand même, sauf quelques malades, c'est quand même du technique pure, quoi. Donc, leur demander de faire des staffs, je crois que là, ça va être dur, quand même. Donc, merci beaucoup. Ceci met fin à notre programmation de cette année. Et donc, je vous donne rendez-vous sur LinkedIn, un peu partout pour nous suivre sur nos réseaux sociaux. Donc, la saison 2018 est terminée et on vous revient en septembre avec une nouvelle programmation. Merci et bonne fin de journée.